ce nouveau chapitre de notre MOOC. Aujourd'hui, nous aborderons les différentes étapes du projet de financement d'une entreprise. En effet, tout dirigeant d'entreprise se pose un jour deux questions cruciales. Pourquoi et comment trouver les fonds nécessaires pour accompagner le développement de sa société et financer sa croissance? Il est essentiel de bien anticiper et structurer sa démarche, car elle impactera l'activité à court, moyen, long terme et certaines levées de fonds peuvent s'avérer bien longues. Les liquidités n'ont jamais été aussi abondantes sur le marché et il existe de nombreuses solutions de financement. Une PME en bonne santé, avec des projets de développement solides, n'a aujourd'hui aucun problème pour financer sa croissance. Reste à savoir comment. Eh bien en empruntant, en ouvrant son capital ou en mixant les deux. La solution choisie va impacter la vie de l'entreprise, mais aussi celle de l'entrepreneur que vous êtes. Avant de choisir un dispositif, il faut faire une analyse très précise de la situation de l'entreprise et des objectifs poursuivis par son dirigeant. Les solutions de financement doivent être pensées en n'oubliant pas de se placer sous 3 angles d'observation différents. Celui de l'actionnaire, celui du chef d'entreprise ou celui de l'individu. Chaque décision va impacter plus ou moins fortement l'un des pans de ce triptyque. Un premier conseil, déterminez vos priorités et trouvez rapidement vos différents points d'équilibre. Je vous propose maintenant de retrouver un invité, un entrepreneur qui a dû se lever à 5h du matin pour couper un sacré nombre de carottes avant d'imaginer croître. Son enseigne, La Belle Ferme, est aujourd'hui une référence. Je vous présente Guillaume Santin. On se retrouve avec Guillaume Santin, cofondateur de La Belle Ferme. Bonjour Guillaume. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler du concept de vos restaurants ? Oui, alors donc La Belle Ferme, c'est un concept de restauration rapide en direct des producteurs. Donc l'offre, elle est assez simple, c'est des salades ou des sandwichs sur mesure, donc c'est-à-dire que c'est vous qui composez ce que vous voulez mettre dedans. Et le concept, donc, c'est avec des produits qu'on trouve uniquement en direct des petits producteurs. Et alors dites-moi, comment est-ce qu'on fait pour séduire les investisseurs quand on sort de l'école et qu'on monte sa structure ? Alors au tout début, on n'y arrive pas. Donc non, au tout début, nous, c'était même pas un objectif premier d'avoir des investisseurs ou des financements externes. Ce qui s'est passé, c'est qu'on était 4 amis et on avait envie de monter un restaurant à Paris. Et le concept, c'était simplement de se dire, voilà, on a envie de faire un salad bar, donc des salades et sandwichs sur mesure, c'était quelque chose qui existait déjà, et de proposer des produits qui soient ultra frais et, si possible, en direct de producteurs, donc se sourcer en direct. Donc les produits frais en Île-de-France et la charcuterie, le fromage, directement des fermes de Haute-Savoie, dont sont originaires mes associés fondateurs. D'accord, mais donc ce concept n'existait pas. Oui. Vous êtes allé voir des banquiers. Oui, donc le financement était assez simple, c'est-à-dire qu'on avait un petit peu d'économie, pas grand-chose, mais un petit peu d'économie. On peut le dire, donc le capital social est de 60 000 €, donc on avait 60 000 € en tout au départ, et le reste, on l'a financé par un emprunt bancaire. Donc ce qu'on avait au départ plus l'emprunt bancaire fait notre plan de financement qui nous a permis d'acheter un fonds de commerce, plus réaliser des travaux et avoir un petit peu de trésorerie d'avance pour le départ. Et alors vous êtes passé de 1 à 8 et bientôt 9 restaurants. Déjà 9, ça y est, 9 restaurants. 9, ouais. Bravo. Comment est-ce qu'on finance cette croissance ? Il y a plein d'étapes. Je vais essayer de les séquencer en 3. La première étape, comme je l'ai dit, c'est simplement c'était ouvrir un premier restaurant déjà, ce défi-là, donc avec notre argent personnel plus un emprunt bancaire. Ensuite, il faut arriver à l'équilibre et être capable de vivre de ce restaurant. Nous, personnellement, on avait un petit peu de droit au chômage de notre précédent travail. Pas beaucoup, parce qu'on était très jeunes, mais on avait en gros une année de chômage, donc une année de salaire, entre guillemets, d'avance. Donc on ne s'est pas payé pendant environ 1 an. Et ensuite, au bout de 2-3 ans, le restaurant a marché de mieux en mieux. On a commencé à se payer un tout petit peu. Et puis au bout de 3 ans, il a fallu se décider, savoir ce qu'on avait envie de faire. Et on a décidé d'ouvrir un second restaurant. Et pour financer ce second restaurant, pourquoi on a mis 3 ans, c'est qu'on ne s'est pas beaucoup payé. Et puis on a essayé de garder un maximum d'argent pour financer justement ce deuxième restaurant. Et le financement du deuxième restaurant
était la même chose, c'est-à-dire l'argent qu'on avait économisé du premier restaurant, notre résultat tout simplement, plus un autre emprunt bancaire. D'accord. Voilà. Et puis, j'imagine que les choses se sont enchaînées comme ça. Exactement. Jusqu'à 9. Et alors, ouais, pas exactement. Donc le deuxième restaurant a été financé encore une fois comme ça. Le troisième, exactement de la même manière. Et à partir entre le troisième et le quatrième, entre-temps, on cherchait un petit peu des fonds ou des investisseurs. Entre le deuxième et le troisième, on commençait effectivement à se poser la question des financements externes. Et puis à partir du troisième restaurant, effectivement, les fonds d'investissement on commence à être dans le radar à partir de trois restaurants. Quand les gens voient la queue dans les 3 restaurants, ils se disent bon, a priori ça doit marcher. Donc les fonds d'investissement commencent à nous contacter, nous directement. Et puis après, on rencontre des gens. Et puis après c'est des rencontres humaines et de business, mais on ne choisit pas vraiment un fonds, c'est une rencontre. Et puis après, on voit si on est d'accord sur la façon de travailler et évidemment les éléments financiers. Mais avant de rencontrer un fonds d'investissement, on a rencontré aussi beaucoup de business angels, donc des investisseurs plus privés. Et on était fermé à rien. Et j'ai pas d'explication très rationnelle, mais après c'est plus des rencontres et est-ce qu'on le sent avec cette personne. Et on s'est jamais mis d'accord avec des business angels. Et puis avec un fonds d'investissement, on a fini par se mettre d'accord. Une fois qu'on avait fait rentrer au capital un fonds d'investissement, on avait les moyens, les fonds du coup, pour accélérer notre développement. Et au lieu d'ouvrir un restaurant par an, ce qu'on pouvait faire en faisant très attention à tout et en autofinançant notre croissance, on avait envie d'aller un petit peu plus vite. Et le fonds d'investissement qui est rentré au capital nous a permis d'accélérer le développement et de faire quasiment 2 restaurants par an. Donc c'était ça l'objectif et c'est ce qu'on tient à peu près depuis 3 ans. Écoutez, c'est super. Donc là, 9 restaurants. Quels sont les projets pour l'avenir ? Les projets, c'est de continuer. Aujourd'hui, on est à 9 restaurants qui sont en plein centre de Paris, entre le 2e et le 8e arrondissement, 2e, 8e et 9e arrondissement. C'est très concentré, c'est vraiment dans les quartiers de bureaux entre les Champs-Élysées et le quartier de Bonne-Nouvelle. Et c'est très parisien, du coup. Et c'est très parisien, du coup. Que le midi, que la semaine. Donc c'est vraiment pour les actifs qui sont à 100 mètres du restaurant. C'est comme une cantine, ça va vite et c'est uniquement ou presque à emporter. Et les projets, c'est de continuer à développer dans Paris. Il reste un petit peu de place, même si là, on a bien maillé maintenant les quartiers de bureaux. Et après, ce sera s'exporter soit en banlieue parisienne, les quartiers comme La Défense, Bibliothèque François Mitterrand, Boulogne. Et donc il reste encore beaucoup de chemin déjà à Paris. Et après, je pense que ce sera plus les envies personnelles de chacun, mais peut-être ouvrir dans d'autres régions de France, plutôt dans des grandes villes a priori, où il faudra un petit peu modifier sans doute le concept. Mais dans les grandes villes, il y a la place, puisque des marchés de producteurs, nous on va à Rungis au carreau des producteurs, qui est un marché de producteurs. Oui. Des marchés de producteurs, il y en a dans quasiment toutes les grandes villes de France. Donc il n'y a aucune raison que ça s'arrête à Paris. Oui, j'imagine que ça reste votre critère. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup, Guillaume. De rien, merci. Au revoir. Au revoir. Pourquoi financer vos opérations sur le court terme ? Parce qu'il existe des besoins en fonds de roulement. Le fonds de roulement, le BFR, c'est l'actif circulant, à savoir les stocks, les créances clients et autres créances, moins le passif circulant. Les dettes fournisseurs, les dettes fiscales, les dettes sociales et les autres dettes non financières. Le BFR, c'est la somme nécessaire que l'entreprise doit posséder pour payer ses charges courantes en attendant de recevoir le paiement dû par ses clients. Le besoin en fonds de roulement représente le besoin d'autonomie financière nécessaire à l'entreprise à court terme. Cet indicateur représente la somme d'argent nécessaire pour financer ses charges sans qu'elle ait besoin d'encaisser ses clients en même temps. Alors comment financer vos opérations sur le court terme ? À travers le découvert bancaire, qui représente environ 2% d'intérêt. Il y a aussi la facturage, qui est une méthode de financement et de recouvrement des créances. Elle consiste à confier à un organisme tiers, un établissement de crédit spécialisé, la gestion de vos créances afin d'en obtenir, entre autres avantages, un remboursement anticipé. Autrefois, le recours à la facturage était plutôt synonyme de mauvaise santé financière pour une entreprise. Aujourd'hui, cette méthode se présente davantage comme une solution d'externalisation des tâches administratives et de bonne gestion de votre BFR. Un petit rappel s'impose.
Les dépenses courantes sont financées par de la dette et les dépenses exceptionnelles, elles, sont financées par de la dette et ou du capital. Via la dette bancaire moyen-long terme. Il existe différentes solutions, comme l'emprunt. L'emprunt peut être contracté auprès d'une banque traditionnelle, d'une plateforme de crédit en ligne ou même d'un particulier. Il y a également la location financière, où le fournisseur loue le matériel à l'entreprise par l'intermédiaire du médiateur, la société de financement, qui sera facturée et remboursée sous forme de loyer. Il y a aussi le crédit bail. C'est l'équivalent pour les entreprises de la location avec option d'achat, mieux connu d'ailleurs sous le nom de leasing. À un moment quelconque du contrat, mais le plus souvent à l'échéance, le crédit-preneur peut décider de devenir propriétaire du ou des biens et des droits qui ont été l'objet du contrat. Même si la location financière et le crédit bail se ressemblent beaucoup, la différence est que ce dernier permet l'achat du matériel à la fin du contrat. Afin de comprendre le haut de bilan, les opérations sur le long terme, il est important de définir le haut de bilan afin que nous puissions tous parler le même langage. Le bilan est toujours composé d'un actif et d'un passif. Le haut de bilan désigne la partie supérieure de l'actif et du passif. On utilise par exemple le terme de haut de bilan pour désigner les opérations de capital investissement, mais aussi les fusions-acquisitions ou le leverage buyout, LBO, pour les intimes. Attention, il existe deux visions du haut de bilan. La vision comptable, c'est-à-dire tout ce qui touche au fonds de roulement, et les opérations du haut de bilan, qui désignent les opérations liées au capital et donc à des projets significatifs et structurels. Partons d'une vision comptable. De quoi est composé le haut de bilan? Cette question, je la pose à Céline. Oui Thomas, il comprend les ressources et les emplois durables de l'entreprise. Au passif se trouvent les fonds propres, à savoir les capitaux propres, les réserves, le résultat, le report à nouveau, à savoir lorsque l'on décide de reporter l'affectation du résultat à un exercice ultérieur, mais aussi les subventions d'investissement, provisions et l'endettement supérieur à 1 an. Et là-dedans, on peut mettre les emprunts, la dette financière, bancaire ou obligataire. À l'actif se trouvent les immobilisations incorporelles, les licences, les fonds de commerce, les brevets, mais aussi corporelles, les terrains, les véhicules, les locaux, et financières, caution, dépôt, participation dans d'autres sociétés. Je vous propose maintenant de vous focaliser sur ce qui touche au capital. Quels sont les types d'opérations possibles à l'actif? Céline, je suis sûre que tu as la réponse. Oui Thomas, l'investissement dans l'outil de production, c'est l'augmentation des immobilisations incorporelles ou encore la prise de participation dans le capital d'autres sociétés, auprès des immobilisations financières par exemple. On peut aussi se demander quels sont les types d'opérations possibles au passif. Il existe la réduction de capital, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'augmentation de capital. Elle permet d'assurer le financement de l'entreprise grâce à l'émission de nouvelles actions et de levée de titres hybrides. On peut aussi parler du leaseback. C'est lorsqu'une société propriétaire d'un bien d'équipement ou ayant un usage professionnel cède un bien à une société de crédit-bail qui le remet directement à cette disposition par une opération de crédit-bail mobilier ou immobilier. Une telle opération a pour but de procurer à l'entreprise des capitaux à long terme pour financer de nouvelles immobilisations. La solidité des fonds propres de l'entreprise vous permettra de traverser les turbulences avec davantage de sérénité. Ils sont un facteur de croissance. Négliger le haut de bilan de son entreprise est synonyme de fébrilité. Il est donc primordial d'en comprendre les mécanismes et de mesurer son impact, spécialement lors d'une levée de fonds. Vous vous demandez, j'en suis sûr, et c'est normal, comment analyser la structure et la solidité financière de votre entreprise. À travers différents ratios financiers. Nous avons choisi de vous les montrer car ils permettent d'imager le fonctionnement de l'entreprise. Voici 4 incontournables. Pour mesurer votre rentabilité, c'est tout simple. Vous prenez le résultat net sur les capitaux propres et ça vous donne le rendement des capitaux propres. Pour mesurer votre solvabilité, vous prenez vos capitaux propres sur le total du bilan et vous avez votre autonomie financière. J'en suis sûr, vous vous demandez aussi comment mesurer votre endettement. Pour ça, encore une fois, rien de plus simple. Vous prenez la dette nette sur les capitaux propres et vous avez votre endettement net. Et enfin, pour mesurer votre indépendance financière, vous prenez vos capitaux propres sur l'endettement financier et bancaire et vous avez votre indépendance financière. Avant de se poser la question du financeur, il est donc primordial de définir précisément son projet en se posant les bonnes questions. Quelle envergure, quel montant, quelle capacité de remboursement, quelle rentabilité attendue et quel risque pour le socle des investissements?
Pour cela, mieux vaut élaborer un plan de financement en vous appuyant sur votre business plan. Ce document présentera les besoins financiers de votre entreprise à ses débuts, puis sur plusieurs exercices et les ressources financières affectées en contrepartie. L'objectif du plan de financement est d'équilibrer avec cohérence les besoins et les ressources de l'entreprise. Au-delà des banques, qui sont les grands acteurs du financement? Tout d'abord, les fonds d'investissement. Ils sont le plus souvent spécialisés suivant l'objectif de leur intervention. Fonds de capital risque, fonds de capital développement, fonds de LBO qui correspondent à des stades différents de maturité de l'entreprise. Et il y a aussi les business angels. À ce stade, il ne s'agit plus d'un membre de votre famille, mais plutôt d'un contact business qui va injecter des sous dans votre entreprise. Il y a aussi les fonds publics, tels que les fonds stratégiques d'investissement de BPI France. Et enfin, l'equity crowdfunding, c'est-à-dire des plateformes de financement participatif dans le capital de votre entreprise par des particuliers. Quels sont les moyens mis à votre disposition? On pense par exemple au love money qui consiste à aller chercher de l'argent auprès d'amis, de dirigeants ou actionnaires en quête d'investissement. Également la dette bancaire. Il y a aussi les obligations convertibles qui représentent un taux d'endettement généralement compris entre 10 et 12 %. Le capital risque, capital développement ou LBO, avec un taux d'endettement entre 20 et 25 %. Et si on faisait, Céline, un petit zoom sur la dette bancaire? Testez toutes les solutions et surtout ne coupez jamais les ponts avec votre banquier traditionnel, d'autant qu'aujourd'hui c'est le moins cher. Je conseille donc, quand c'est possible, de se financer au maximum avec de la dette bancaire. Mais attention cependant, ce n'est pas un puissant fonds, elle est limitée en quantum et en structuration. Le banquier prête d'ailleurs rarement au-delà de 3 à 5 fois l'EBITDA, à savoir le profit opérationnel, et rarement plus d'ailleurs de 30 % de la somme empruntée sous forme de dette in fine. Les conditions de financement actuelles sont très avantageuses, avec des taux proches de 1,7 % pour les prêts amortissables. Dernier avantage du crédit bancaire, le chef d'entreprise reste maître chez lui et il n'a pas à ouvrir son capital ni à partager ses prérogatives. Le choix de votre gouvernance est essentiel. Le type de financement choisi aura un impact sur la structure financière de l'entreprise et éventuellement sur sa gouvernance. Une levée de fonds et un emprunt bancaire, en fonction de la trésorerie, la rationalité d'endettement, etc., n'ont pas les mêmes répercussions sur le bilan. Et le capital de la société s'en trouve aussi changé. En effet, renforcer les fonds propres entraîne une assise financière personnelle, alors que l'ouverture du capital, lui, entraîne une perte de gouvernance au sein de la société. Que vous optiez pour une solution en particulier ou pour un mix de plusieurs, la décision finale doit donc bien prendre en compte cette dimension. Il existe aussi des financements publics. Vous pouvez par exemple solliciter un prêt avec BPI France. Les prêts de BPI France sont complémentaires aux prêts bancaires. BPI France est le principal acteur public du financement des entreprises. Le prêt sans caution ni garantie personnelle est son principal mode d'intervention pour le financement du développement des entreprises. Vous pouvez aussi opter pour des avances remboursables. Cela correspond à la somme d'argent attribuée à une TPE-PME afin de contribuer au financement d'un projet économique. Dans la majorité des cas, cette avance s'assimile à un prêt à taux zéro, dont le montant maximal ne peut cependant excéder le montant des fonds propres de l'entreprise. Elle est destinée à financer les entreprises cherchant à développer une activité de recherche ou d'innovation. Il s'agit d'un crédit extra-bancaire accordé soit par une collectivité locale, soit par l'État, et ce, sans exigence de garantie. L'avance remboursable présente deux avantages majeurs. D'abord, elle apporte un complément de trésorerie permettant de diminuer proportionnellement le financement d'un projet par dette bancaire. Ensuite, elle permet de réduire le risque encouru par un financeur extérieur, donc de faciliter l'obtention d'un prêt bancaire. Il existe aussi les aides européennes. En tant que dirigeant de PME, il est possible de bénéficier d'un financement de l'UE, que ce soit sous la forme de subventions, de prêts ou de garanties. Les aides sont disponibles soit directement, avec des programmes en accès direct de l'UE, soit via des programmes gérés au niveau régional, c'est ce qu'on appelle les fonds structurels. Il faut savoir que les PME peuvent également bénéficier d'une série de mesures d'assistance non financière, et ce dans le cadre de programmes et de services de soutien aux entreprises. Il existe aussi les programmes en accès direct. Je pense notamment aux subventions aux projets, qui sont des financements essentiellement thématiques comportant des objectifs communautaires spécifiques, l'environnement, la recherche, la formation. Elles sont mises en œuvre par les services de la Commission. Les demandes de subventions doivent présenter des projets durables à valeur ajoutée et transnationaux. On doit aussi vous parler des fonds structurels.
Les aides directes aux PME servant à cofinancer les investissements ne peuvent être accordées que dans les régions économiquement moins développées, les régions dites de convergence. Dans les autres régions, la priorité est accordée aux actions exerçant un important effet de levier, par exemple la formation à l'entrepreneuriat, les services de soutien, les pépinières d'entreprise, les mécanismes de transfert technologique ou encore la constitution de réseaux, etc. Et ce par opposition aux aides directes octroyées à des PME à titre individuel. Vous pouvez trouver sur la page internet economy.gouv la liste des programmes de financement européens disponibles dans le domaine des PME, mais également sur ce même site un moteur de recherche de financement européen. Prêts, microcrédits, garanties, l'Union européenne peut aider votre entreprise au travers de financements soutenus par ses soins. Il s'agit de financements supplémentaires à ceux que les banques ou investisseurs locaux peuvent vous proposer. Il s'adresse à toutes les entreprises, de l'indépendant à la grande structure, dans tous les secteurs d'activité. Votre projet est défini? Le choix de financement également? L'heure est venue de choisir le bon partenaire. Une étape prépondérante pour le dirigeant comme pour l'entreprise. Qu'il s'agisse d'un fonds d'investissement, d'une institution publique ou d'une banque, il convient de bien prendre connaissance des rôles que ce nouvel allié jouera dans le projet de financement et dans la société en général. Une fois le ou les partenaires sélectionnés, reste à les convaincre d'investir. Pour y parvenir, le dirigeant doit préparer avec attention les documents nécessaires et peaufiner ses arguments afin de maximiser ses chances de succès. Si vous optez pour une solution de financement composée exclusivement de dettes bancaires, bien sûr, vous allez voir votre banquier habituel, celui qui finance l'exploitation de votre entreprise au quotidien. Si en plus d'un prêt bancaire, vous ajoutez d'autres modes de financement, il faudra faire appel à un spécialiste pour vous guider et vous conduire vers les investisseurs potentiels, qui sont pléthores. Fonds de dette privée, fonds d'investissement, holding patrimonial ou familial. Un chef d'entreprise, même très aguerri, peut difficilement s'y retrouver tout seul. Il faut se tourner vers un conseiller qui aura une vue périphérique sur les différents modes de financement, mais aussi sur les différents acteurs de chaque marché. Aucun fonds d'investissement ne ressemble à un autre. Il vous faudra donc connaître leurs particularités. Le premier réflexe à avoir, c'est de vous tourner à nouveau vers votre banquier habituel, qui a nécessairement des structures de corporate finance au sein de son institution, qui devraient d'ailleurs pouvoir vous aider. Vous pouvez également vous approcher de structures dédiées, constituées au sein de certaines banques privées et qui traitent plus volontiers les opérations de financement des PME ou ETI. Les banques d'affaires se concentrent, elles, sur les grosses opérations. La dernière option sont les boutiques de fusion-acquisition, souvent constituées de quelques associés seulement, et souvent d'anciennes gloires du monde des affaires d'ailleurs. Pour convaincre les investisseurs, vous allez devoir démontrer un certain nombre de points. Tout d'abord, que votre équipe dirigeante est inspirante, dynamique et brillante. Également prouver que votre projet est solide sur le long terme. Et que vous avez un excellent retour sur investissement. Vous demandez sûrement comment convaincre ces financeurs potentiels. Une fois votre conseiller trouvé, il va falloir convaincre les prêteurs ou les investisseurs potentiels de sauter le pas et de vous accompagner dans votre développement. Pour cela, il va falloir les séduire et présenter votre entreprise sous son meilleur jour et à travers une documentation sur la stratégie de l'entreprise, sa feuille de route, son business plan. Contactez ensuite les institutions ou les personnes privées qui détiennent les capitaux. Il faut aussi permettre aux financeurs potentiels d'auditer l'entreprise pour qu'ils se fassent leur opinion, puisqu'à la différence des sociétés cotées, les PME ou ETI non cotées ne sont pas notées. Quand vous accueillez un partenaire au capital de votre société, il faut une compréhension mutuelle totale. Mais il faut aussi régler les modalités pratiques de votre partenariat. Tout cela doit être fait par des avocats spécialisés. L'industrie du private equity a ses usages et pratiques qu'il est évidemment essentiel de bien connaître pour être crédible dans une négociation et réussir son opération. Quelle que soit la configuration de l'opération, LBO, capital développement, venture capital, il y a de nombreux documents juridiques à rédiger et à négocier avec un incontournable, le fameux pacte d'actionnaires. Ce dernier organise principalement la gouvernance, les obligations de reporting aux investisseurs financiers, les règles applicables au transfert de titres et les modalités de recherche de la liquidité quand sera venu le temps de la sortie. Pour comprendre les investisseurs, rien de mieux qu'un investisseur.
Magnéto. Et mon invité, c'est Marc Prévost. Marc Prévost, bonjour. Bonjour. Marc Prévost, vous dirigez une équipe d'investisseurs dans l'ouest de la France pour BPIFrance. Tout à fait. Quand on parle croissance, évidemment, on ne le fait pas sans investissement et sans argent. Les portes auxquelles frapper sont nombreuses. Comment on choisit et qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui entre BPIFrance, tout ce que vous faites, et peut-être un business angel, un VC? Avant de venir nous voir, ce que généralement le dirigeant a préparé son business plan, son histoire, partant d'une histoire passée souvent, racontant aussi ses premières années professionnelles pour se projeter dans une histoire avec nous ou avec des gens, des business angels. Nous, on intervient généralement sur des tickets qui sont supérieurs à ce que peuvent faire les business angels, même si en capital innovation, on intervient sur des entreprises qui font de la recherche, de la biotech. Donc on arrive un peu après. On conseille aux dirigeants d'arriver avec du conseil aussi, donc experts comptables, avocats, chambres de commerce, leur écosystème, et pour nous présenter un projet qu'on doit comprendre. Et quand on a bien compris, on accompagne ce projet avec nos partenaires, investisseurs, puisque Vous n'investissez pas seul. Voilà, à 90% des cas, dans 90% des cas, nous sommes à 2 minimum. Ce qui veut dire que vous êtes au board. Tout à fait, mais pas que. C'est-à-dire qu'on est aussi dans des moments clés de l'entreprise, croissance externe, recrutement de cadres clés, développement international. On vient pour des moments stratégiques aux côtés de nos dirigeants et de leurs équipes. Un investisseur comme vous, ça se séduit. Quels seraient vos petits conseils? Alors, on aime bien comprendre et juger de la cohérence des projets qui nous sont présentés. Bien souvent, on va analyser un petit peu la chaîne de cohérence, je dirais. Il faut que nos dirigeants aient bien préparé leur dossier, leur histoire, la projection, en analysant froidement les risques, en regardant le marché, c'est-à-dire qu'on va bien sûr avoir une attention particulière sur les marchés en croissance. Et pour nous, le dirigeant doit s'inscrire dans cette histoire et l'explication de ces risques et ces opportunités, bien sûr. Vous sélectionnez les entrepreneurs aussi sélectionnent les investisseurs auxquels ils font appel. Qu'est-ce qui fait un bon investisseur? Je pense que c'est quelqu'un qui écoute beaucoup, qui essaie d'analyser le projet qui lui est présenté, voir si, alors c'est une rencontre entre deux personnes, je dirais, donc il faut que ça matche. Et ce qu'on dit, nous, à nos dirigeants, et sans arrière-pensée, c'est que on va vivre 5, 7 ans, 8 ans ensemble, donc on a besoin d'avoir un feeling commun. Et je pense que c'est des deux côtés. Donc, au-delà de la compréhension du projet, du métier de l'entreprise et de cette cohérence, il faut qu'on matche ensemble. Et parfois, même si on a quelques clés de rapprochement, toutes les clés ne sont pas là pour travailler ensemble. Quand on parle d'investissement, quels sont les principaux risques que peut prendre un entrepreneur ou les erreurs qu'il peut commettre dans cette phase de recherche? Alors, on a des gens, on sait que nos dirigeants sont plutôt des gens qui roulent vite dans le brouillard, parfois, qui sont des pilotes de rallye. Voilà. Donc, nous, on leur dit, on n'est pas là sur la banquette arrière, mais on est copilote. On leur dit parfois de freiner, on les prévient. On peut leur dire parfois d'accélérer quand ils sont timorés, notamment sur l'international. On a quand même des gens qui manquent parfois un peu d'aversion au risque ou à la critique. Donc voilà, il faut relier aussi ce qui est compliqué pour un dirigeant, avoir ce côté transverse, à la fois l'économique, le marché et le financier, et parfois un peu le juridique, le technique, bien sûr, quand vous êtes dans un monde industriel. Donc il y a toute une chaîne de risques à analyser, bien sûr à mettre en parallèle des opportunités qu'on peut avoir. Et c'est notre rôle d'être sur cette balance-là et les aider à bien choisir et faire des choix qui, à nos yeux et à leurs yeux, on l'espère, sont pertinents. Bien sûr, en associant pas que le dirigeant, mais aussi son équipe, puisque ça permet aussi de lisser un petit peu ou les tempéraments ou les envies et de bien comprendre aussi le travail d'équipe. On ne crée pas des leaders sur son marché tout seul, ça se fait évidemment avec des équipes. Eh bien, écoutez, un grand merci à vous, Marc Prévost, je le rappelle, directeur d'une équipe d'investisseurs au sein de BPIFrance dans l'Ouest. Nous, on se retrouve tout de suite
avec Céline. Merci beaucoup. L'objectif de ce module était de vous permettre d'appréhender les questions sur les étapes de financement d'une entreprise. Vous l'avez compris ? Il vous faudra trouver vos points d'équilibre personnels et professionnels, anticiper vos décisions par de nombreuses simulations, analyses et bien sûr trouver un conseiller à la hauteur de vos attentes. Par exemple, vous ne pouvez pas vous permettre de consacrer 100% de votre temps à votre levée de fonds. Il est courant de rencontrer des entrepreneurs qui en oublient leur rôle de gestionnaire et de dirigeant pendant toute cette période de recherche de fonds. Cette étape est complexe, mais obligatoire, alors tenez bon. Vous avez maintenant toutes les clés pour prendre les bonnes décisions et évoluer sereinement sur le chemin de la croissance. Je vous donne donc rendez-vous dans notre prochaine vidéo où je vous présenterai les ultimes conseils pour éviter la crise de croissance. À très vite. À très vite.